Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film franco-belgeo-luxembourgo-italien, bon, bref on va dire francophone quand même, mais il y a des Italiens dedans, qui est sorti en juin dernier que je voulais voir en salle mais c'était une période trop compliquée pour moi et en plus pas très bien distribuée, réalisé par le duo franco-belge quelque part, ce sont des Français qui vivent à Bruxelles, Hélène Caté et Bruno Forzani, reflet dans un diamant noir, puisqu'il y a quelques mois, j'avais justement évoqué et découvert leur cinéma, avec Laisser bronzer les cadavres, et que ça m'avait déjà marqué d'une certaine manière, peut-être un peu résisté, mais surtout marqué. Et donc je voulais à tout prix voir une œuvre un peu inclassable, une sorte de thriller d'action d'espionnage, mais très déconstruit, très particulier sur le jeu du temps, et pas que de ça d'ailleurs, qui réunit au casting quelques gloires un peu méconnues peut-être. Déjà Fabio Testi, un Italien qui a débuté sa carrière chez Sergio Leone, mais dans des rôles très secondaires, voire figuration. Depuis, il a joué notamment pour Lucio Fulci ou Monte Hellman, qui sont des inspirations du duo. Il y a Yannick Renier qui interprète sa version plus jeune, un milliardaire joué par le belge Koen de Bao, et Marianne Medeiros présente dans un rôle que je ne vais pas définir ici, mais vous vous rappelez d'elle, il y a plus de 30 ans dans Pulp Fiction, quelque part aussi du Tarantino là-dedans, mais peut-être moins que dans Laisser bronzer les cadavres au final, qui était une sorte de western, même si on a des emprunts forcément là. Mais là, on a vraiment le côté pulp, série B, quelque chose qui emprunte peut-être au giallo, je ne sais pas, je sais que le duo a fait des giallo avant, mais surtout donc au film d'espionnage. Et nous allons suivre une version âgée, un septuagénaire, ancien agent secret qui se repose quelque part dans un hôtel où il séjourne en mode, il a de l'argent peut-être, et on le voit sur la plage à regarder la mer et il voit s'y prélasser une jeune femme. Et du coup, entre male gaze et regard western, il va surtout se plonger dans ses souvenirs où il a été sur le terrain en tant que John Dee, notamment à traquer une espionne, une criminelle masquée, une certaine Serpentique, très mystérieuse et dont on ne trouvera peut-être jamais l'identité, à moins que, à un moment les masques vont tomber, mais quel masque? Bonne question. Et on va ainsi jouer entre ce présent désabusé d'une personne âgée et ce passé d'une gloire qui n'en était peut-être pas une, où à un moment le changement se mettait en place. Cette idée-là, les choses vont changer et peut-être que Johnny lui-même se retrouve en tant que James Bond sur le déclin, parce que évidemment vous allez référencer dans votre tête pas mal de films avec 007 et les diamants évidemment aussi qui ne sont pas si éternels que cela ici, voire une sorte d'illusion comme peut-être l'était indirectement ou directement, je ne sais pas, la vie et le monde de ce monsieur qui arrivé au bout là, arrivé à la fin de son propre film, essaye de se remémorer, de se refaire le film de sa vie. Et évidemment ça va cutter dans tous les sens parce qu'on est plus ou moins de son point de vue qui part à droite et à gauche, même parfois il manque la droite ou il manque la gauche quand on a un split screen et qu'on ne regarde les choses que d'un seul œil, et faire une sorte de bilan sur ce qu'il a pu vivre ou pas vivre, fantasmer, et c'est un moment inabouti qui le mène là, on va le dire, quand même, à une situation assez compliquée, parce que par exemple, il doit de l'argent à cet hôtel, il n'a pas payé la chambre, et on sent quand même que ça va être compliqué pour lui de rester là, de rester peut-être dans ce monde. Réel ou non, bonne question. Et alors là, évidemment, le duo va nous balader visuellement dans le montage, dans des références qui vont dans tous les sens. Évidemment, les comics, on va penser au fameux Fumetti Neri, avec justement Serpentique, avec un K à la fin, ça renvoie à Diabolique, je crois que Bava en a fait un film, mais je ne l'ai pas vu. Beaucoup de héros en hic avec des masques. Et oui, d'ailleurs, des fumetti neri popularisés à l'époque par des autrices. C'est très important ça, j'y reviendrai. Et voilà, alors évidemment, visuellement, c'est indescriptible. Je ne vais pas non plus faire tout l'étalage ici de la force de cette mise en scène, parce que c'est un film qui s'expérimente et qui se vit. Et évidemment, un peu comme Laisser bronzer les cadavres, il faut rentrer dedans. Parce que si vous lâchez prise, ça va être compliqué pour vous. Ça dure 1h27. Lâchez l'intrigue aussi, ce qui peut se passer là, dans les souvenirs du monsieur, dans ses réminiscences. Voyez plutôt le propos, parce que quelque part c'est un film hautement formel, oui, qui respire le cinéma, et j'en dirai plus dans une zone spoiler, mais il y a aussi ce fond
qui est là, présent, et même prégnant, je trouve, beaucoup plus que dans Laisser bronzer les cadavres, et qui réfléchit donc sur l'existence, le changement, la vie, et comment on peut s'imaginer des choses qu'on a vécues, ou faire le bilan, arriver au bout de la bobine, au bout de son existence. Il y a quand même quelque chose comme cela, et j'irai même plus loin, une déconstruction de l'agent secret très mascu, cette idée de changement que l'on voit avec des femmes fortes, très badass, derrière des masques, ou pas des masques, on ne sait pas trop, eh bien, on a l'idée aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez frontalement politique dans le progrès aussi visionnaire de certaines choses, tout en reprenant, et oui, tout en reprenant des choses qui étaient déjà là avant, mais qui sont mises là avec un aspect moderne, et donc aussi en clin d'œil de ces séries B, séries Z d'antan. J'en ai peu vu d'ailleurs de ce style, et ça donne presque envie d'en voir d'autres. Voilà, enfin d'en voir surtout, pour le peu que j'en ai vu, parce que c'est génial. Voilà, pour le coup, Reflet dans un diamant de mort, c'est le meilleur film que j'ai vu du duo. Oui, bon, c'est le deuxième aussi, vous allez me dire, mais je trouve qu'il est encore plus fort et plus réussi sur tout ce que j'ai pu dire là, parce que formellement, oui, hein, laisser bronzer les cadavres, forcément, c'était déjà ultime, mais là, c'est pas qu'il y a un step-up, c'est pas ça, en fait. C'est juste que ça m'a beaucoup plus parlé, même dans certains moments visuels. Évidemment, on va beaucoup jouer sur les miroirs, kaléidoscope, split, tout ce que j'ai pu dire, et au-delà même dans le méta de ce qui peut être créé, et de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qui a été créé, et de ce qui est vraiment la réalité, la vérité, quelle vérité d'ailleurs, c'est génial. Mais alors, en plus, si vous rajoutez un propos qui me parle bien plus profondément que donc le film que j'ai vu précédemment, là on arrive à une autre grande œuvre, on va dire francophone, hein, au sens large, de cette année 2025. Je dis autre parce qu'il y a quelques jours, vous avez peut-être vu ma vidéo sur L'inconnu de la Grande Arche de Monsieur de Moustier, totalement différent hein, dans l'approche, mais là aussi, c'est quand même très puissant. Et c'est aussi un questionnement sur la création. Hein. Déjà, dans Laisser bronzer les cadavres, on avait cette idée un peu de regard quasi déifié de ces personnages que l'on observe, que l'on ausculte dans un monde comme si on tirait un peu des marionnettes. Là, c'est à peu près pareil, ça va encore plus loin dans le regard de Dieu aussi, quelque part. Mais c'est intéressant parce que ce duo-là, à la fois au scénario et à la réalisation, questionne vraiment ce que c'est le cinéma et qu'est-ce que c'est de faire le cinéma et du cinéma, du coup, leur cinéma. Et là, ils vont encore plus loin et c'est exactement ce que j'attendais d'eux, ce que j'aurais pu imaginer d'eux, en fait, après donc la découverte préalable de ce film déjà fort réussi, que j'aurais pu donc, voilà, fantasmer presque de ce qu'ils auraient pu faire ou ce qu'ils ont peut-être déjà fait avant, je ne sais pas. Et parce que, spoiler, allez, c'est bon, on va pas tourner autour du pot pendant 3 ans. On se rend compte à un moment, à 20 minutes peut-être de la fin du film, enfin, avant le dernier acte, qu'il y a une autrice derrière, et cette autrice, cet auteur, vous dites ça comme vous voulez, joué par Mariam de Medeiros, eh bien, elle a façonné ce personnage de John Dee, donc tel un héros, plutôt un anti-héros, hein, de ces fumetti neri, de ces autrices justement diaboliques et tout. C'est pas un hasard, du coup, qu'on ait une autrice là, et qu'on ait quand même une autrice parmi les deux réalisateurs, hein, forcément. Et donc, oui, John Dee, quelque part, on le voit dans des comics ou romans graphiques, et puis en photo, puis après en adaptation filmique, avec donc ce qui a été fait avec le personnage de Diabolique, en fait. Et là, on a une entrée méta, donc film dans le film, création dans la création, tout en faisant écho à ce qui a déjà été fait dans la réalité des années 60, hein, de ces BD / adaptations filmiques qui ont suivi. Mais je trouve ça passionnant, voilà, ces idées de masque, évidemment, alors ça, on s'y perd un peu parfois, mais bon, c'est héritage de Fantomas, il y a donc cette héroïne mystérieuse qui va enlever un masque, tel une serpent en mue, hein. De toute façon, c'est cette idée serpentique, on ne saura jamais vraiment qui y a derrière, même si on comprend que tous ces gens derrière, ces masques et tout, ce sont juste les masques de l'autrice elle-même, qui projette ses créations dans sa BD, après dans les adaptations filmiques derrière, donc quand à la fin l'autrice rencontre son héros vieillissant, que se passe-t-il? Est-ce que ce monsieur existe vraiment ou est-ce que c'est elle qui fait le bilan? Peut-être, de son point de vue, de son existence qui vieillit, elle aussi, hein, et qu'elle se transpose son héros qui aurait vieilli, mais en fait, elle est où la réalité à la fin? Peu importe. Et une poursuite finale absolument rocambolesque, qui est carrément lue en page de BD, qui finit telle quelle, avec d'ailleurs un montage assez épileptique aussi sur l'adaptation filmique, sur le réel que l'on voit là, une mort qui n'en est pas une, un chaos qui suit une autre mort, et puis au final, derrière cette mort après la mort, double masque final, on retrouve notre vieil homme sur sa plage, qui meurt vraiment, in fine, hein, c'est la fin, fondu comme ça, comme si les lumières se rallumaient après, et j'imagine voir ça en salle, ça doit être
extraordinaire. Donc c'est juste cette réflexion-là aussi du changement, du temps qui passe, du film de sa vie. Quand on meurt, peut-être que en fait il se passe cela. Expérience de mort imminente, il va revenir derrière, ce qu'il a fantasmé, ce qu'il aurait aimé être. Le personnage de fiction, peut-être qu'il aurait aimé être, peut-être que cette autrice finalement n'existe pas et que c'est son imaginaire à lui, à moins que ce soit l'imaginaire de l'autrice qui se transpose donc le héros ou anti-héros de son roman, hein, comme vous voulez, graphique, enfin, BD, etc., à son âge, elle, où elle en finit plus ou moins. Mais bon, le plan final pourrait nous laisser quand même présager que c'est le point de vue de ce vieux monsieur, qui peut-être a tout simplement imaginé, après une vie un peu médiocre, qu'il a été agent secret, mais peut-être agent secret créé quand même dans un domaine de fiction. Peut-être l'indice se trouve sur le fait qu'il n'arrive pas à payer, qu'il n'a pas d'argent, hein, et même les diamants qu'il trouve à la fin, non seulement ne sont pas éternels, mais sont du toc. Bref, triste fin, triste fin. Je finis ici la zone spoiler et je rajouterai quelque chose. L'ambiance visuelle, oui, sonore aussi, parce qu'à un moment, il y a des aspects de doublage et tout, enfin, il y a des trucs qui sont assez délirants là-dessus. Je reviens un peu à la zone spoiler sans revenir à la zone spoiler, peu importe de toute façon. Mais il y a la musique aussi, il n'y a pas de composition faite spécialement pour le film, mais des... on va dire, récupération à droite à gauche. Alors c'était déjà le cas dans Laisser bronzer des cadavres. Ici, par exemple, on a du Ennio Morricone, hein, le thème de fin d'un film de Fulci que je n'ai pas vu, mais ça donne envie de le voir. Le venin de la peur, voilà, je donne son titre exact. Et bon, oui, s'il y a en plus ces BO-là, forcément, ça ne peut que renforcer tout l'ensemble. Bref, faut le rattraper, hein, reflet dans un diamant noir. Alors, évidemment, je l'ai évoqué très pêle-mêle dans ce podcast un peu kaléidoscopico échevelé à l'image du montage de film que nous avons vu là. Il y a plein d'autres points évidemment qui peuvent être évoqués. D'ailleurs, je compte sur vous en commentaire. Les scènes d'action, bien sûr, il y en a quand même des pas mal. Et en tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis ci-dessous parce que il faut mettre en avant ces œuvres-là. Je suis presque vraiment désolé de ne pas l'avoir vu au cinéma à l'époque, mais bon, malheureusement, c'était comme ça. Mais l'important, c'est que je l'ai vu et que, en effet, je ne suis pas prêt de l'oublier. Allez, à vous la parole. Je vous dis à la prochaine. Ciao!